que la grande majorité de tout ce qu'on a appelé le conseil conjugal, Tiepul Zugi, tout ça, ça a été un échec. Pourquoi? Parce que ça a été basé, si vous voulez, sur un traitement du couple ensemble. Et depuis quelques années, et surtout depuis 1 ou 2 ans, et qui vont dans une toute autre direction. Et quelque part, c'est très intéressant parce que c'est très juif. C'est de dire, laissez le couple de côté. Ce qui est important, c'est l'un et l'autre. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Et nous avons le plaisir d'accueillir tout de suite Cathy Bisror Ayash, ou Cathy Ayash Bisror, que nous connaissons bien, qui est Tohénet rabbinite auprès des tribunaux rabbiniques, c'est-à-dire qu'elle est avocate pour aider les couples lorsqu'ils veulent se séparer, donc divorcer. Mais on a décidé, puisque c'était l'été, que parfois on avait envie de redonner une chance à son couple, lorsque c'est possible évidemment, de raconter des belles histoires qui se passent dans les coulisses du Beit Din. Cathy Bisror Ayash, bonjour. Bonjour. Ravie de vous retrouver aujourd'hui. Moi aussi. Ravie, surtout pour parler d'un sujet un peu plus sympathique. Peu plus sympa. Voyez, on va essayer. On va essayer. Alors, c'est vrai que parfois les couples sont dans des situations inextricables et la seule solution, c'est le divorce. On le sait, mais parfois il y a des histoires qui se terminent bien différemment. On voudrait savoir comment c'est possible. Est-ce que c'est parce que vous les aidez à dialoguer finalement? Qu'est-ce qu'il se passe dans ces situations-là? D'abord, je vais vous dire, le principe, c'est que c'est très souvent, pas toujours, on va parler du pas toujours. C'est important de parler du pas toujours, des cas qu'il faut justement pas sauver, mais très souvent, on peut sauver un couple. Maintenant, comment on fait? Ça, c'est véritablement toute une histoire, mais il y a tout ce qu'on appelle, par exemple, le conseil conjugal, Yehout Zugi, en français, en hébreu, et qui permet justement à un couple peut-être de trouver une solution. Mais je vais en dire un mot dans une seconde pour expliquer que ça ne marche pas toujours et pourquoi ça ne marche pas toujours. Mais ce que je veux vous dire, c'est que nous, on a, comme vous savez, on en a beaucoup parlé sur cette antenne, une ligne d'écoute, une ligne de réponse en droit familial tous les soirs entre 20h et 21h. On va en profiter pour redonner le numéro de téléphone. D'accord. Alors, en Israël, si vous trouvez en Israël, c'est le 03 979 77 55 tous les soirs de 20h à 21h. En général, il y a des gens en français, en anglais et en hébreu. Et on a fait récemment, il y a à peu près un mois, ça fait presque 2 ans que cette ligne existe, et on a fait à peu près il y a un mois une analyse des raisons pourquoi les gens nous appellent en fait. Écoutez bien ce chiffre qui moi-même m'a surpris quand j'ai vu les chiffres. 70% des gens qui nous appellent, en général ce sont des femmes qui nous appellent, il y a parfois des hommes, mais la grande majorité ce sont des femmes. C'est pas des situations de demain matin je veux aller au Beit Din, c'est pas ça. C'est des questions, c'est un questionnement. 70%, donc c'est énorme. Ça veut dire quoi? Des questions sur leur devenir, si jamais je divorce, qu'est-ce qu'il va devenir de moi financièrement, familialement, au niveau de la garde, des choses comme ça? D'une manière générale, des questionnements. Vous savez, quand on commence à dire des questionnements sur le divorce au niveau des enfants, etc., c'est qu'il y a un questionnement. Est-ce que vraiment ça vaut la peine de divorcer? Qu'est-ce que je dois faire? En effet, les conséquences financières, les conséquences pour les enfants, toutes sortes. Mais il y a un questionnement. C'est pas, il y a rien à faire demain matin, je veux divorcer. C'est pas ça. 70%, il y a un questionnement. Et donc, moi, je dis que quand il y a un questionnement, il y a déjà, si vous voulez, quelque part un espoir. Parce que quand on pose une question, oui ou non, je veux rester avec lui, comment je peux rester avec lui, c'est qu'il y a quelque part peut-être un espoir. Et donc, à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ces 70%-là? Toutes les personnes qui sont spécialistes, moi je ne suis pas spécialiste du Tiepul Zugi, du conseil conjugal, j'aide au niveau juridique, mais je peux vous dire que toutes les personnes qui sont spécialistes du traitement de la crise conjugale vous disent qu'en effet, c'est à peu près les chiffres, ce qui est incroyable, que 70%, on peut, même quelquefois plus, on peut arriver à sauver un couple. Maintenant, il y a l'histoire de ce qu'on appelle donc, ce que j'ai dit, le conseil conjugal. Et là, il y a une autre donnée qui est une donnée catastrophique et que tous les spécialistes connaissent. C'est pas publié partout, mais tous les spécialistes honnêtes, en tout cas, le savent. Il y a des enquêtes qui ont été faites notamment aux États-Unis, mais également en Europe aussi, d'ailleurs en Israël, qui montrent que la grande majorité de tout ce qu'on a appelé le conseil conjugal, Tiepul Zugi, tout ça, ça a été un échec.
Pourquoi ? Parce que ça a été basé, si vous voulez, sur un traitement du couple ensemble. L'homme et la femme recréaient, entre guillemets, la communication, recréer l'écoute, recréer l'acceptation de l'autre, etc. Et depuis quelques années, et surtout depuis 1 ou 2 ans où il y a eu beaucoup de spécialistes, des gourous comme ça américains qui ont lancé des nouvelles méthodes et qui vont dans une toute autre direction. Et quelque part, c'est très intéressant parce que c'est très juif. C'est de dire, laissez le couple de côté. Ça n'a strictement aucune importance, le couple. Ce qui est important, c'est l'un et l'autre. C'est L'homme et la femme. le développement personnel de chacun, c'est ça ? Exactement. Exactement. Et je trouve que c'est passionnant. Moi, quand j'ai lu beaucoup d'études dans ça, j'ai trouvé ça très juif. Parce que vous savez, Baal Shem Tov, l'Idbonenout, l'introspection intérieure, c'est très chassidique, c'est très intégré même au monde juif. Regardez même, je vous donne un exemple dont on a beaucoup parlé, dont j'ai beaucoup écrit sur ça, sur les Shiva Brachot, la 6e bénédiction. On dit les Sameach Chatan Vekala. Okay, c'est-à-dire que le khatan doit être, il est là, et la kala, elle est là. La kala et le khatan. Et seulement à la 7e bénédiction, on dit les sameach khatan im akala. C'est-à-dire que pour que il y ait du bonheur, de la joie, de l'entente entre la kala im achatan ou achatan im akala, l'homme avec la femme, il faut d'abord que ça soit lui et elle, ok, qui soit bien. Et donc maintenant, ça je vous parle du côté juif, mais maintenant d'une manière générale dans le monde, on estime que un des moyens les plus sûrs, et là il y a des succès, d'arriver à recoller un couple qui a volé en éclats, c'est d'arriver à parler à l'un et à l'autre, que l'un et l'autre s'écoutent à lui-même, en fait. Et cette écoute à elle-même, à lui-même, à elle-même, c'est seulement comme ça qu'ensuite, il y a peut-être une chance de recréer un couple. On comprend que d'abord, pour que ça marche à deux, il faut que ça marche tout seul, que chacun avec lui-même soit, on va dire, d'équerre. Le problème, et c'est plutôt la question que je vous pose, est-ce que quand ces couples arrivent, vous savez d'ores et déjà, quand vous commencez à vous entretenir avec l'un ou avec l'autre, ou avec les deux, s'il y a une chance de les sauver ou pas, ou si, non. Est-ce qu'il y a des cas où vous savez tout de suite que c'est pas possible de les sauver ? Non, il y a des cas. Attendez, d'abord, il y a des cas, et ça, c'est très important d'en parler, c'est ce que j'ai dit, pas toujours. Il y a des cas où je dis, sauf qui peut, interdit de sauver. Et ça, je pense que c'est un sujet où on doit... Dans quel cas ? Quand il y a de la violence, quand il y a... Je vais vous dire, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui ont une pression soit familiale, soit une pression communautaire, soit une pression rabbinique, soit une pression d'une manière générale de la société, qui fait que c'est souvent la femme, d'ailleurs, et parfois l'homme, mais c'est souvent la femme qui accepte, si vous voulez, de vivre dans des situations. Et si la société fait pression, alors ils vont rester dans cette situation. Quels sont les cas ? La première chose, c'est la violence physique, d'accord ? Je vais vous dire, ça ne veut pas dire que un homme qui est violent physiquement, il ne peut pas changer. On est au mois des Louls, c'est sûr qu'on peut changer. Mais c'est très, 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 très rare, ok, qu'il y ait des changements de l'homme de violence avec la même partenaire. C'est-à-dire que quelquefois, un homme, il arrive avec un petit poule, un soin, etc. long, il arrive à changer. Mais c'est quasiment presque pas connu qu'il arrive à changer avec la même partenaire. Lorsqu'il y a eu, si vous voulez, une relation de victime dans la violence, en général, ça revient toujours à un moment donné. Et même lorsque ça disparaît pendant quelques années, tout d'un coup, ça revient. Donc moi, quand j'entends qu'il y a des histoires de violence, je dis stop, cette histoire-là, elle doit avoir le plus rapidement possible. Maintenant, autre chose, c'est ce qu'on appelle la violence morale, mais il faut dire qu'est-ce que ça veut dire la violence morale. C'est tout, si vous voulez, ce que j'appelle des déviations psychologiques. Alors, ce qui est très connu, c'est tout ce qu'on appelle le pervers narcissique, mais ça ne veut pas dire aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand-chose, on utilise beaucoup ça, mais c'est si vous voulez, toutes ces déviations psychologiques d'autorité, de violence, de sadisme, souvent d'un partenaire vis-à-vis de l'autre. Encore une fois, en général, c'est l'homme vis-à-vis de la femme, mais ça arrive également, que ce soit la femme vers l'homme. Il faut savoir également qu'il y a des hommes également qui sont victimes de situations qui sont absolument ingérables. Ce type de situation, c'est comme la violence physique. C'est-à-dire que ça demande, si vous voulez, une solution psychologique très compliquée, très longue du partenaire qui souffre de ça. Maintenant, tout ce qui est des déviations qui sont liées à un des partenaires. Je vous donne des exemples. Par exemple, lorsqu'il y a eu
une vie double, ok, que l'un a eu une vie d'homosexualité et ne l'a pas raconté à l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas, avec une homosexualité, vivre également dans un couple, mais que ça a été complètement caché et pendant des années. Ça, c'est des choses qui sont vraiment des déviations. Un autre type de déviation qu'on voit malheureusement souvent, il y a eu des problèmes de pédophilie, par exemple, ok, d'un des partenaires. Il y a eu beaucoup d'histoires comme ça. Et ensuite, bon, il y a eu même que c'est arrivé à la police. Ensuite, on essaie de recoller le coup. Toutes ces situations extrêmes, des situations vraiment extrêmes. Je dis pas jamais, on peut jamais dire c'est impossible. On peut jamais dire jamais, mais disons que c'est très compliqué a priori, quoi. Je dis non seulement c'est compliqué, mais c'est très dangereux. Pourquoi ? Parce que justement dans cette situation, la femme, elle est prisonnière de cette situation. Et si vous lui dites, ok, on va trouver une solution, il va y avoir un petit pool, on va trouver une solution, etc. Quelquefois, vous arrivez avec des femmes qui arrivent chez nous, elles ont 60 ans plus, elles ont vécu, en fait compte, elles n'ont pas vécu, elles n'ont pas su ce que ça voulait dire une femme, et elles ont gâché en fait toute leur vie. La même chose avec des femmes qui arrivent avec 4-5 enfants, alors que la violence physique existait déjà depuis le premier enfant, depuis longtemps, il y aurait dû avoir une pression de la société pour qu'ils divorcent, ça a été le contraire. Voilà. Donc ça, on a mis une parenthèse, ça c'est sûr, on ne sait pas toujours ce qui se passe, comme on dit, lorsqu'on referme la porte de la chambre à coucher. Et ça, c'est voilà, évidemment, il y a parfois des situations qui ne sont pas sauvables. Mais alors, on a dit en commençant l'émission qu'on avait parlé des choses un peu plus gaies, plus réjouissantes. J'imagine que vous en avez vu au cours de votre carrière de Tohénette Rabbanit. Alors, je vais vous en raconter. D'abord, j'en ai beaucoup d'histoires. Ça nous fait plaisir. Mais je vais raconter une histoire. Enfin, une histoire, après on en racontera d'autres si vous voulez. D'abord, une histoire. On fait beaucoup, quand il n'y a pas de problème très grave, de refus de guette ou de violence, etc. On fait beaucoup de médiation, d'accord ? Aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, c'est depuis maintenant plus que 20 ans, mais de plus en plus, on dit, lorsqu'un couple vient chez nous, on dit d'abord essayer la médiation, même s'il y a un conflit énorme, il y a un problème des enfants, il y a un problème de patrimoine énorme à partager, tentons la médiation. Et il y a à peu près un an, il y a un couple qui est venu chez moi et qui m'a dit voilà, rien ne va, c'est un divorce évident, etc. Seulement, il y a beaucoup de biens, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de problèmes, etc. On veut régler par la médiation. Donc, on a commencé à entamer une médiation et à régler problème par problème, d'accord ? Les comptes en banque, les biens en Israël, aux États-Unis, etc. Les choses qui sont au fur et à mesure de la médiation. Je vous rappelle, c'était en Corona, en plein Corona, et donc la médiation, elle s'est pas faite en face à face. C'est intéressant, elle s'est faite en Zoom. Et au fur et à mesure, tout d'un coup, il y a eu, j'étais presque, je veux dire, superflue dans l'histoire. C'est-à-dire que tout d'un coup, on était, vous savez, dans la médiation, il y a des rendez-vous 1 à 1, puis il y a des rendez-vous, la médiatrice est l'homme ou la femme, et puis il y a des rendez-vous à 3. Dans les rendez-vous à 3, au fur et à mesure des semaines qui passaient, je me suis aperçue que tout d'un coup, il y avait un dialogue qui se créait. C'était un dialogue sur les raisons du divorce, mais tout d'un coup, il y avait un dialogue, et tout d'un coup, je me suis aperçue qu'il y en a un qui n'arrêtait pas de céder à l'autre et l'autre qui n'arrêtait pas de céder à l'autre. Et ça a commencé comme ça. Je me suis dit, il est en train de se passer quelque chose. J'ai senti moi-même qu'il se passait quelque chose. Mais je me suis dit, pour l'instant, je dis rien. Je vais voir jusqu'où ça va. Cette histoire. Jusqu'où ça va cette histoire. Et un jour, j'ai reçu le coup de téléphone du mari et qui me dit, regarde, est-ce que tu peux lui poser la question si est-ce qu'elle serait d'accord de faire un essai ? Voilà. Et la réponse a été oui. C'est-à-dire que, si vous voulez, la médiation qui a été une médiation... Il y avait un manque de dialogue, en fait. Il ne se parle plus. Il n'y avait pas seulement un manque de dialogue. Ce n'était pas seulement l'histoire d'un manque de dialogue. C'était qu'en fait, l'autre n'existait absolument pas pour l'autre. C'est-à-dire qu'il y avait eu beaucoup de problèmes, y compris une tromperie. D'accord ? Il y avait eu beaucoup de colère, etc., qui fait que l'autre, en fait, n'existait plus. Et tout d'un coup, ils ont, dans ce dialogue apaisé totalement, où on a parlé de choses concrètes de séparation. En fin de compte, ils ont tout d'un coup recréé, si vous voulez, l'émotion des débuts. En fait, c'est ça qui a été créé. L'émotion des débuts a été réglée. Ça ne veut pas dire que les problèmes ont été réglés, loin de là. Mais l'émotion des débuts ont été réglées. Et alors, qu'est-ce qu'on a décidé de faire ? Et c'est un modèle qui a marché. Je vous donne cet exemple-là, mais il y a eu plusieurs histoires que j'ai eues, que mes amis également, Tohénette Rabbanit, ont eu également, qui ont réussi. On a fait ce qu'on appelle un accord de Shalom Bayit, les Chilufin Girushin. C'est-à-dire que quand même la crise était telle qu'on a fait un accord dans lequel
on a fixé tout parce qu'on était presque à la fin de la Vous avez discussion fixé sur le toutes les divorce. conditions du divorce si jamais ça ne marchait pas. Exactement. Mais on a écrit un accord, c'était un accord de Shalom Bayit. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, ce couple-là, il ne m'a pas rappelé. Je suis sûre qu'ils sont encore ensemble. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Maintenant, je vous raconte une autre histoire. Est-ce que ça arrive quand on est vraiment convoqué au Beit Din pour donner le guet? Est-ce que là aussi, il y a des moments où les gens, finalement, font marche arrière? Alors voilà, c'est ça que je vais vous raconter. Il y a au Beit Din de Jérusalem, vous savez, il y a des Erkevim hein, dans chaque Beit Din, Tel Aviv, Jérusalem, Haïfa, etc. Vous avez plusieurs Beit Din. Il y a un Erkev à Jérusalem, un rabbin qui a presque 70 ans, à mon avis, maintenant. À chaque fois qu'on va chez lui, c'est la phase finale, c'est-à-dire c'est le guet, l'entérinement de l'accord, etc. Il passe, sans exagérer, presque une demi-heure, si ce n'est pas plus, à essayer de convaincre le couple que peut-être qu'ils peuvent rester ensemble, d'accord? Et moi, à chaque fois que je vais chez lui, j'entends l'histoire, etc. Je me dis, bon, d'accord. Et il y a à peu près quelques mois, de nouveau ce même scénario avec un couple avec qui avait pas eu un couple en contentieux, une histoire en contentieux, c'était également une médiation. On est arrivé à un accord de divorce écrit, etc. Une histoire qui semblait également une histoire qui n'était pas une histoire dramatique, une histoire où il y avait eu un conflit familial très très grave entre les belles familles, etc., qui avait complètement fait éclater le couple. Et ils s'étaient séparés, ils ne vivaient plus ensemble. Et ce rabbin de nouveau a essayé de faire ça. Et au bout de truc, tout d'un coup, j'ai vu que l'homme était en train d'écouter. Et elle a regardé, et lui, tout d'un coup, il a dit, mais pourquoi pas? Et elle a regardé, elle a dit, non, mais t'es sérieux? Oui, oui, pourquoi pas? Peut-être, puisque là, c'est Mina Shamaïm, le rabbin nous dit ça. Et le rabbin a dit, bon, maintenant, le guet aujourd'hui est annulé, je vous donne rendez-vous, c'est pas que je vous donne pas rendez-vous, parce qu'il est obligé par la loi. Je fixe un autre rendez-vous dans un mois, d'accord? Et dans un mois, revenez vers moi, ok? Et dans ce cas-là, on a fait également la même chose de Eskem Girushin, les Chiloufim, Eskem Shalom Bayit, les Chiloufim Girushin. Et là également, le couple n'a pas divorcé. Donc c'est une très 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 belle histoire. Maintenant, il y a d'autres histoires qui a ce qu'on appelle Marzir et Grouchato. Et ça, c'est joli, oui. C'est ceux qui se remarient. Voilà, en fait. Se remarie le même couple. Alors, il faut faire attention, c'est pas possible quand on est Cohen. Hein. Quand on est Cohen, on ne peut pas épouser une divorcée, donc on ne peut même pas épouser la femme qu'on a divorcée. Mais ça, je vous raconte cette histoire-là parce que je crois que c'est une des plus belles histoires que j'ai vécues. On a eu une histoire de divorce, d'ailleurs, de couple de France, un couple de France qui venait d'avoir émigré en Israël, qui avait divorcé. Depuis le début, j'avais senti que cette histoire, elle n'était pas un divorce, mais ils ne voulaient rien entendre. C'était vraiment divorce, etc. Et en fait, quand ils ont divorcé, et vous savez, la rupture, hein, vous me dites, qu'est-ce qui peut permettre de créer un couple ensemble, de remettre un couple ensemble? Quelquefois, il faut cette rupture. Quelquefois, oui, il faut une rupture totale, une brisure des vases, comme on dit, pour essayer ensuite de le recoller. Et ça, c'est exactement ce qui s'est passé. En fin de compte, ils ont divorcé. Okay, la cérémonie de divorce, ça ressemblait plus à un psychodrame qu'autre chose. Tout le monde pleurait, etc. On sentait bien qu'il n'y avait pas l'histoire. Et quelques semaines après seulement, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, regarde, on regrette, on a décidé de se remettre ensemble, mais on veut que le mariage ait lieu au Beit Din, à Tel Aviv, chez le Rav Zvadia Cohen. C'est-à-dire à l'endroit où ils avaient divorcé, à l'endroit où ils ont divorcé, ils ont voulu se remarier. Exactement. Moi, je me suis dit, bon, le Dayan, il va jamais accepter cette histoire-là, mais j'avais jamais vu un mariage au Beit Din, etc. Mais bon, j'ai quand même envoyé une demande. C'était chez le Rav Zvadia Cohen, à Tel Aviv, et qui immédiatement a dit, mais bien sûr, mais c'est évident que le mariage, je vais les marier. Je les ai divorcés, je vais les marier. Exactement. Et ils se sont mariés au même endroit où ils ont divorcé, dans la même salle avec ce rabbin qui les a divorcés. Et il y avait personne? C'était seulement vous les témoins? Non. Il y avait de la famille? Ils ont amené leurs enfants d'abord. Ils ont amené leurs enfants. Ils ont amené très peu de famille, évidemment. C'est quand même un Beit Din. Ils ont amené même des gâteaux, des choses. Enfin, voilà. Donc, pourquoi je dis ce sont des histoires qu'on entend lorsqu'on traite les problèmes de droit familial et de divorce. C'est pas qu'il n'y a pas de possibilité de retour et de recoller les choses. Il y a différentes méthodes. Vous voyez, je vous ai dit la médiation, je vous ai dit
l'introspection de chacun d'entre vous. Je vous dis également la rupture. Là, je vous ai raconté une histoire qui a été recollée, recréée après quelques mois, mais vous avez des histoires aussi qui durent beaucoup plus de temps. Et après, tout d'un coup, l'un et l'autre s'aperçoivent que, en fait, quand ils ont fait une erreur, qu'il vaut mieux que c'est le conjoint ultimatif, c'est la femme ultimative et qu'ils reviennent ensemble. Et donc, je reviens à ce chiffre que je vous ai donné des 70%. Que nous on a vu, mais d'une manière générale, je sais que on n'aime pas tellement ce chiffre, c'est pas très populaire, mais beaucoup de gens vous disent, même des psychologues, pas seulement dans le monde juif, on vous dit à la grande majorité des divorces, aujourd'hui notamment, où il y a tellement de divorces, un couple sur 3 divorce en Israël en moyenne, c'est énorme, on vous dit que beaucoup des divorces, encore une fois, comme on l'a dit, pas tous, mais beaucoup de divorces peuvent être évités. Et donc, je crois qu'avant de mettre le pas, il faut réfléchir. Il faut parler. Bon, mais parfois, vous êtes là aussi pour déclencher des choses. En tout cas, nous, c'était un plaisir de vous entendre ce matin, de nous donner une autre vision de votre travail. Il y a aussi parfois des choses qui doivent réchauffer le cœur. Voilà, je vais vous dire quelque chose, Cathy. Vous dites le travail. Vous savez que moi, quand j'ai étudié Tohenet Rabbanit, c'était 4 ans d'études à Jérusalem. C'est des études qui sont très différentes que Tohen Rabbani. Tohenet Rabbanit, c'est vraiment quelque chose où vous apprenez également la psychologie, la médiation, etc. Et on avait un des dayanim, un des professeurs qui est devenu dayan ensuite, qui à chaque fois qu'on avait un cours avec lui, à chaque fois, c'était presque une fois tous les 15 jours, il commençait à nous dire, lorsque vous allez rencontrer un couple, la première chose que vous lui dites, c'est est-ce qu'il y a des chances de shalom bayit? Et à chaque fois que vous le rencontrez, toutes les quelques fois, vous lui demandez. À chaque fois, vous posez la même question. Et vous savez, cette tradition-là, je l'ai gardée jusqu'à aujourd'hui. Même quand je vois, pas quand dans les cas que je vous ai décrits, mais quand je vois, etc., toujours je dis, il y a une chance de shalom bayit, même à la veille du divorce. Je dis aider. Parce que en fait, c'est vrai qu'on est là. On est là pour aider à la séparation, mais notre but, c'est qu'il n'y ait pas de séparation, évidemment, et qu'il y ait des chances de sauver un couple. Bon, en tout cas, merci pour votre témoignage et j'espère que ce sera peut-être vous aurez des coups de fil dans ce sens-là, qui sait, et que vous aiderez à faire d'autres médiations. À très bientôt, Cathy Bisror-Ayash. Merci. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.